suis Lou Paris, je suis accompagnée de mon collègue Dominique Ponton. On siège tous les deux sur le chapitre Saint-Laurent. Et au soutien technique, on a Isbat de Ecotalk, donc vous êtes bien encadrés. Je vais le dire tout de suite pour toutes les questions en fait qui vont avoir lieu à la fin. Vous pouvez les poser sur le chat, donc le clavardage. Vous voyez dans les options en bas, pour ceux qui ne l'ont pas déjà ouvert, il y a en anglais c'est chat, en français c'est clavardage. Puis vous allez voir la zone clavardage apparaître à droite. Si vous êtes gêné, vous pouvez également écrire vos questions en privé à Dominique Ponton. C'est lui qui va gérer la partie des questions à la fin du webinaire. Puis vous pouvez également demander dans le chat à prendre la parole si vous voulez poser votre question de vive voix. Donc, sans plus tarder, on accueille Cassandra Guérette, qui a un bac en chimie pharmaceutique, cheminement chimie médicinale à l'Université de Sherbrooke. Elle a fait des stages vraiment diversifiés en contrôle de dopage sportif aux Jeux olympiques de Rio, en développement d'une méthode d'analyse pour le glyphosate en composés analogues et d'autres stages vraiment intéressants. Et présentement, elle fait sa maîtrise en chimie dans le laboratoire du professeur Pedro Segura, qui est d'ailleurs avec nous aujourd'hui. Et la raison pour laquelle on l'a invitée, c'est que Cassandra a en plus gagné le 2e prix à la maîtrise du concours de bourse d'excellence du chapitre Saint-Laurent. Donc, félicitations Cassandra. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de ton projet « L'étude du devenir des composés pharmaceutiques contenus dans les eaux usées d'hôpitaux après traitement par oxydation hydrothermale ». À toi la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, est-ce qu'on voit bien la présentation? On m'entend bien aussi? Oui. Donc, aujourd'hui, merci premièrement de l'introduction. Merci aussi de l'opportunité de présenter un webinaire pour l'Ecotalk et Chapitre Saint-Laurent. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler en fait de mon projet de recherche qui porte sur le traitement des effluents hospitaliers par oxydation en voie humide. Donc, le projet est séparé en plusieurs volets. Le premier volet a été effectué par une de mes collègues qui est aussi étudiante à la maîtrise dans notre laboratoire. Donc, elle, c'était plus l'optimisation du procédé, l'élimination des composés pharmaceutiques. Et moi, je vais m'intéresser beaucoup plus au devenir des produits pharmaceutiques. Donc, ce projet-là est en collaboration avec le CTTEI, qui est le Centre de transfert technologique industriel de Sorel-Tracy, qui est situé à Sorel-Tracy. On a aussi une collaboration avec le Synergie Santé Environnement et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est. Donc, premièrement, pourquoi on s'intéresse aux produits pharmaceutiques? En fait, ils ont été détectés dans les eaux de surface, les eaux souterraines et l'eau potable. Donc, comme on peut voir sur la carte, en fait, en Amérique du Nord, on a de 31 à 200 composés qui ont été détectés dans nos eaux. Donc, ces pharmaceutiques-là peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement, notamment sur les écosystèmes aquatiques. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse à vouloir les éliminer avant qu'ils se retrouvent dans l'environnement. Comment on fait l'introduction des composés pharmaceutiques dans nos eaux? En fait, on va penser souvent aux effluents industriels qui sont plutôt variables comme concentration, mais sont considérés comme étant plus concentrés. On va avoir des émissions plutôt faibles en Europe et en Amérique du Nord. Par contre, en Asie, on a retrouvé des pharmaceutiques de l'ordre des milligrammes par litre. Donc, c'est quand même assez important comme concentration. Ensuite, on a les effluents hospitaliers. En fait, leur contribution peut atteindre jusqu'à 50% des pharmaceutiques dans les effluents municipaux. Donc, les effluents hospitaliers sont beaucoup plus concentrés, mais également variés comme source de pharmaceutiques. Et on a les effluents domestiques qui, eux, vont être un peu plus dilués. Donc, ça va être selon les habitudes de consommation, les besoins et la consommation d'eau également. Donc, si on consomme plus d'eau, les effluents vont être plus dilués. Donc, c'est pour ça qu'on va s'intéresser aux effluents hospitaliers, puisque les effluents hospitaliers vont être un mélange quand même assez complexe de pharmaceutiques. Puis, les hôpitaux, en fait, c'est des lieux qu'on peut, on peut avoir beaucoup de pharmaceutiques qui sont consommés. Donc, le parcours des composés pharmaceutiques, en fait, on va consommer à l'hôpital. Donc, selon le métabolisme et les pharmaceutiques, en fait, on va avoir des produits qui vont être excrétés sous forme intacte, mais on a également des métabolites aussi qui vont être excrétés.
Et ça, ce mélange-là va se retrouver aux stations d'épuration. Et présentement, les stations d'épuration, ils ne sont pas totalement adaptés pour traiter ces composés-là. Donc, les composés vont se retrouver dans les écosystèmes aquatiques. Ici, le projet de recherche, en fait, c'est de proposer, d'évaluer, en fait, une méthode de pré-traitement. Donc, ça va être l'oxydation en voie humide qui pourrait être utilisée comme pré-traitement. Donc, ça va être vraiment en symbiose avec la station d'épuration les effluents qui vont être simplifiés après le pré-traitement vont se ramasser à la station d'épuration. Donc, ça va être beaucoup plus simple à traiter par la suite. Donc, pour commencer, en fait, on peut caractériser les effluents hospitaliers. Donc, ici, c'est une étude des concentrations moyennes de composés pharmaceutiques dans les effluents hospitaliers pendant l'été et l'hiver. Donc, ici, c'est une étude qui est représentée, qui a été faite en Italie. Donc, ça montre un peu la différence entre deux hôpitaux, comment les concentrations retrouvées peuvent être variables. Donc, on a l'hôpital A qui est en bleu pâle, qui est, en fait, qui a 300 lits et une consommation d'eau de 550 litres par lit par jour. Et on a l'hôpital B qui est représenté en bleu foncé ici, qui va avoir 900 lits et une consommation d'eau de 670 litres par lit par jour. On a aussi la barre verte qui va représenter l'hôpital B, mais cette fois-ci avec un prélèvement l'hiver. Donc, ici, c'est vraiment une estimation des tendances qu'on peut observer, puisque c'est des échantillonnages qui sont ponctuels, donc à un moment donné. On peut comparer deux hôpitaux, les concentrations qu'on peut retrouver dans les effluents. Donc, ici, l'hôpital A serait plus concentré que l'hôpital B, mais en fait, les auteurs ont l'hypothèse que ça serait selon la consommation d'eau qui pourrait vraiment affecter la concentration, mais également que l'hôpital A est situé dans une zone touristique, donc pourrait amener un peu plus d'affluence. Ensuite, on a aussi la tendance de l'été versus l'hiver. Donc, certaines maladies vont être plutôt saisonnières. Donc, on va pouvoir utiliser les pharmaceutiques aussi d'une période saisonnière. Donc, l'été versus l'hiver, la consommation n'est pas pareille. Ce qui est important à retenir ici, en fait, c'est que la concentration en pharmaceutique va être de l'ordre des microgrammes par litre. Si on se déplace vers l'Hôtel-Dieu de Sorel cette fois-ci. En fait, l'Hôtel-Dieu de Sorel, c'est les données de ma collègue Valérie Boucher, qui était aussi étudiante à la maîtrise. Elle, en fait, l'Hôtel-Dieu comporte 166 lits et il y a une consommation d'eau estimée à 750 litres par lit par jour. Ici, c'est parce qu'on a une buanderie dans l'établissement, parce que sinon, ça serait estimé à 550 litres par lit par jour. Et ça, encore là, ça a un impact, la consommation d'eau, puisque ça va être plus ou moins diluer nos effluents. Donc, encore là, on peut faire le même exercice. Ici, les effluents ont été prélevés un jour et son lendemain, donc un jour après l'autre, et on voit qu'il y a une différence dans les concentrations. Ensuite, on a aussi le facteur été versus hiver qu'on peut voir également. Et donc, ça rapporte un peu encore à l'étude d'avant et on est encore dans l'ordre des microgrammes par litre. Donc, ensuite, les effluents vont se diriger vers les stations d'épuration. Au Québec, on a 67 de titres de traitement des temps aérés. Donc, généralement, on va avoir une étape de dégrillage pour enlever vraiment les déchets grossiers. Ensuite, on va avoir un dessableur à vortex pour vraiment enlever le gravier et le sable. Et on va aussi pouvoir racler à la surface les huiles et les graisses. Ensuite, les effluents vont se retrouver dans les étangs aérés où il va y avoir un bullage qui va vraiment maintenir la matière en suspension pour l'oxygénation. Et ça va faire en sorte que les micro-organismes vont pouvoir digérer un peu, dégrader la matière organique. Ensuite, on a le processus facultatif qui va être aussi utilisé dans ce cas-ci. Donc, on va avoir un dépôt, en fait, les dépôts vont être traités par digestion anaérobique. Donc, ici, on n'aura plus de bullage qui va faire bouger la matière. Donc, il va se former des dépôts. Et tout ça, ça va être un temps de rétention de l'ordre de jours. Les effluents clarifiés vont ensuite s'écouler vers le fleuve Saint-Laurent. Ici, on estime en fait qu'on a une diminution de la DBO5 de 90 %. Donc, souvent, on va prendre la mesure de DBO5 pour caractériser en fait le traitement.
Donc, qu'est-ce que la DBO5? En fait, c'est la demande biochimique en oxygène. Donc, c'est l'oxygène qui va être nécessaire aux micro-organismes pour oxyder la matière organique biodégradable. Donc, ici, on regarde vraiment l'aspect biodégradabilité. Mais par contre, on sait qu'il y a certains composés qui seront un peu moins biodégradables, mais quand même oxydables. Donc, c'est ça qu'on va voir par la suite. Donc, ce qui nous amène, en fait, le taux d'élimination est de 90 ce qui nous amène à voir quand même, si on regarde les concentrations moyennes qui ont été, en fait, les traitements les stations d'épuration dans différents pays, on a les affluents. Donc, ce qui est représenté par des ronds ici, c'est les concentrations de pharmaceutiques qu'on a retrouvées dans les affluents et dans les effluents, donc après un traitement. Et ce qu'on voit en fait, ce qui est important, c'est qu'on a une variation de 1 nanogramme par litre jusqu'à 100 microgrammes par litre. Donc, ici, en fait, ce qu'on représente, c'est que oui, il y a une élimination, mais on se retrouve quand même à avoir une certaine concentration de pharmaceutiques dans nos effluents. Donc, pour pouvoir pré-traiter nos effluents, en fait, on a proposé en fait un procédé d'oxydation avancée. Donc, ici, les AOP, on a pour but de former des radicaux hydroxyles, donc OH point, qui sont hautement réactifs, non sélectifs, facilement générés et il y a une réaction très rapide. Donc, des traitements plus communs sont l'ozonation, qu'on utilise l'ozone pour traiter nos effluents. On a l'ultraviolet et le peroxyde. On a également des traitements par Fenton qu'on va ajouter du fer et du peroxyde, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir une formation d'hydroxyde et on va être capable de traiter les effluents. Donc, ici, ils sont un peu plus connus dans la littérature et il peut y avoir aussi des combinaisons entre certains procédés d'oxydation avancée. Donc, le dernier, qui est l'oxydation en voie humide, qui utilise seulement de l'eau et de l'oxygène pour faire les radicaux hydroxyles, en fait, ils vont être présentés dans la diapo suivante. Donc, l'oxydation en voie humide, en fait, comment on fait pour faire un procédé? En fait, le procédé va être à haute pression, de 10 à 200 bars, à haute température, de 150 à 325 degrés Celsius, et on va ajouter de l'air comme oxydant. Le traitement va durer de 15 à 120 minutes selon les conditions qui vont avoir été optimisées. Donc, ici, à la gauche, on voit un réacteur d'OVH qui est d'échelle laboratoire. C'est celui que j'ai utilisé dans le cadre de ma recherche. Donc, c'est le réacteur qu'on retrouve au CTTI à Sorel. Donc, les avantages de ce procédé-là, en fait, on n'a aucun produit chimique à ajouter, comme le peroxyde ou le fer, ou à retirer à la fin, comme dans le Fenton avec le fer. Et également, si on a une charge organique assez grande, ben, en fait, on va avoir une réaction exothermique qui va vraiment permettre de réutiliser l'énergie, la chaleur produite, en fait, dans le procédé d'oxydation. Donc, comment fonctionne le réacteur? En fait, on va introduire notre échantillon. Ensuite, on va l'ajuster pour bien homogénéiser le tout. On va chauffer jusqu'à 290 degrés. Ça, c'est la condition qui a été optimisée par ma collègue. On va injecter de l'air comprimé dans notre réacteur pour vraiment faire l'oxydation. Ensuite, on va attendre que l'oxydation se fasse et on va prélever à des temps donnés. On va refroidir la solution qui reste dans le réacteur pour pouvoir ensuite faire certaines analyses par la suite. Donc, pourquoi on est à haute pression, haute température? En fait, avec un diagramme de phase, on peut mieux comprendre. Donc, au départ, on est aux conditions initiales de 22 degrés Celsius et 1 bar. On va purger d'azote pour pas que l'oxydation parte tout de suite dans le cadre de nos expériences, parce qu'on ne voudrait pas que ça soit très variable comme condition. Donc, on ajoute de l'azote au départ, donc on va monter à 10 bars. Ensuite, on va vraiment chauffer notre milieu réactionnel jusqu'à 290 degrés et on va atteindre 130 bars avec l'ajout d'oxygène. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on est encore dans la phase liquide pour notre échantillon aqueux. Et aussi, la haute pression va nous permettre aussi de faire en sorte que l'oxygène va entrer en contact avec notre solution aqueuse. Donc,
ici, c'est les résultats de ma collègue. Donc, l'élimination des composés a été évaluée. De 10 composés qui ont un certain coefficient de risque qui a été déterminé. Donc, on a pu analyser l'élimination de ces composés-là. On a le triméthoprime, la kétiapine et la carbamazépine qui sont un peu moins bien éliminés. Mais il faut toujours garder en tête que c'est un pré-traitement et qu'on est à des concentrations ici de 1,5 mg par litre. Donc, on est à des concentrations qui vont être beaucoup plus élevées que réellement. Donc, ici, c'est quand même bien de considérer qu'on a un taux d'élimination quand certains composés, comme la carbamazépine, par exemple, est un peu récalcitrant dans les procédés actuels. Donc, la question qu'on se pose, en fait, c'est, mais on les élimine, mais que deviennent-ils? Donc, c'est le but de mon projet de recherche d'identifier et de quantifier les produits de transformation des composés pharmaceutiques après un traitement par oxydation en voie humide. Donc, pour ce faire, en fait, je vais développer des méthodes analytiques pour identifier les produits de transformation et ensuite appliquer ces méthodes-là pour faire un suivi de l'élimination des composés pharmaceutiques, mais aussi également de la formation de produits de transformation durant le temps de traitement par OVH. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait dans notre réacteur pour que ça soit éliminé? En fait, on a la matière organique qui est des composés pharmaceutiques qui vont interagir avec les radicaux hydroxyles, ce qui va former des hydroperoxydes, des alcools, des cétones, des aldéhydes, bref, tout un mélange. Mais ces composés-là vont être plutôt instables selon les conditions qu'on va traiter par OVH. Donc, oui, on va pouvoir faire une certaine minéralisation, génération de CO2 et d'eau. Ça serait vraiment dans les cas idéaux d'avoir seulement ces produits-là. Par contre, on est dans des conditions sous-critiques, donc on va aussi former des acides carboxyliques qui vont être non traitables vraiment par OVH ou vont être plus difficiles à traiter. Donc, ces acides carboxyliques-là nous permettent de vraiment faire un suivi des carbones qui sont présents dans notre mélange. Donc, les composés ciblés, en fait, j'ai choisi plusieurs acides carboxyliques qui sont connus pour être des produits de transformation d'oxydation. Donc ici, notamment l'acide acétique et l'acide formique, l'acide propionique sont des composés un peu plus volatiles, mais j'ai aussi des composés qui sont considérés un peu plus semi-volatiles. Donc, tous ces composés-là, en fait, j'ai développé une méthode pour pouvoir les analyser par chromatographie gazeuse pour la séparation, couplée à de la spectrométrie de masse pour l'identification. Donc, chez CMS. Ensuite, on ne s'arrête pas juste à ces composés-là. En fait, on fait un balayage aussi des composés qui vont être non ciblés. Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure représentation de qu'est-ce qui se forme dans notre mélange par la suite. Ensuite, après mes essais préliminaires, j'ai aussi ajouté la benzoquinone et l'hydroquinone, deux composés qui vont être issus de la dégradation, en fait, des composés aromatiques. Donc, beaucoup de pharmaceutiques sont aromatiques, donc on pourrait aller chercher de l'information en quantifiant aussi ces molécules-là. Et ils sont aussi réputés pour être toxiques. Donc, c'est pour avoir un meilleur suivi. Donc, pour pouvoir analyser mes composés, je dois faire une dérivation par BSTFA, qui est du bis-triméthylsilyle-trifluoroacétamide. Donc, cet agent dérivant-là, en fait, nous permet de remplacer de l'hydrogène réactif. Donc, ici, dans ce cas-ci, c'est un alcool. On va remplacer par un groupement triméthylsilyle et ça va nous former une molécule dérivée. Donc, ici, en dérivant, on va augmenter la stabilité thermique et la volatilité des composés, ce qui va rendre beaucoup plus facile l'analyse par GC-MS. Donc, après avoir développé cette méthode-là, j'ai fait une preuve de concept analytique. Donc, on a utilisé une solution d'acétaminophène très concentrée pour pouvoir vraiment avoir un apport en matière organique suffisante pour avoir un traitement d'OVH et qu'on ait seulement de l'acétaminophène dans notre milieu. Donc, au départ, à 22 degrés, on a une solution qui est plutôt incolore. Et quand on la chauffe à 250 degrés, on va avoir une coloration orangée.
Ici, c'est 250 degrés que l'essai a été fait puisque les conditions n'étaient pas encore optimisées. Mais on va les refaire éventuellement là, avec les conditions qui étaient optimales faites par ma collègue. Donc, si on ajoute de l'oxygène, en fait, on voit avec le temps de traitement, on voit qu'il y a une diminution dans la coloration. Donc, on a un indice qu'il y a eu des réactions, en fait, dans notre réacteur. Donc, si on veut suivre l'OVH de l'acétaminophène, en fait, on voit que dans les 20 premières minutes, l'acétaminophène a été éliminé quasiment à 100%. On a la formation de l'acide acétique ici qui est représentée sur l'axe de gauche. Donc, on est à des très grandes concentrations là, de 900 mg par litre. Ensuite, on a des produits qui est un peu moins élevés en concentration. Donc, on va être dans l'ordre des 10 mg par litre. Ici, on a l'hydroquinone qui est formé à 10 minutes. On a l'acide formique, malique, oxalique et fumarique qui vont être dans le même ordre et dans le même temps de formation. Ensuite, on va avoir l'acide maléique qui est dans l'ordre de 50 mg par litre et l'acide glycolique et succinique qui vont être à 115 et 160 mg par litre maximal à 30 minutes. Donc, on peut faire un suivi vraiment des produits de transformation de cette façon-là. Donc, ici, les conclusions de l'étude, en fait, c'est qu'on a une élimination de près de 100% pour l'acétaminophène. On a aussi la formation d'acide acétique qui est un produit majoritaire dans ce cas-ci si on compare aux acides qui ont été quantifiés. Donc, on a 95% de l'acide qui représente l'acide acétique. Et avec le temps de traitement aussi, les structures de molécules vont se simplifier. Donc, ici, j'ai fait un schéma un peu plus simple. Donc, on part avec l'acétaminophène. On va former aux 10 premières minutes de l'hydroquinone et de l'acide maléique. Puis, après 30 minutes, on voit une concentration plus élevée en acide glycolique et succinique pour ensuite avoir vraiment l'acide acétique qui reste à la fin du traitement. Donc, ensuite, on s'est posé la question, est-ce que la température a vraiment un effet sur le traitement? Donc, on a fait un traitement sans ajouter d'air. On a purgé à l'azote, puis on a augmenté la température par plateau. Donc, comme qu'on peut le voir, en fait, c'est qu'on n'a pas de coloration jusqu'à 200 degrés Celsius et là, on commence à avoir une certaine coloration. Donc, on voit qu'il se passe quelque chose, en fait, et c'est quand même connu dans la littérature qu'il y aurait des changements de ce point-là pour une certaine dégradation thermique. Donc, ici, en fait, la dégradation thermique, on l'appelle aussi l'hydroliquéfaction. Donc, on a fait le même exercice avec de l'acétaminophène qui était très concentré. Et ce qu'on observe, en fait, c'est qu'à 300 degrés, on va être à peu près 32% d'élimination. Donc, ça va quand même assez prendre une haute température pour avoir une élimination. Donc, par contre, on a aussi la formation de petits acides, donc soit l'acide maléique, succinique, fumarique, qui sont à 1 mg par litre. Et on a l'acide fumarique qui va être formé plus à 0,2 mg par litre. Donc, c'est vraiment plus faible que ce qu'on voyait par OVH. On a l'acide malique, formique et glycolique aussi qui vont être formés. Et on a l'acide acétique qui va être formé en plus grande quantité encore cette fois-ci. Donc, on est à 190 mg par litre, ce qui est 5 fois moins élevé qu'avec l'OVH. Donc, avec la température, on voit que quand on est en haut de 200 degrés Celsius, bien, on commence à avoir de la dégradation thermique. Donc, premièrement, l'élimination maximale de l'acétaminophène est de 32% à 300 degrés. On a une dégradation plus importante à partir de 250 degrés. Puis, l'acide acétique est encore un produit majoritaire et dans ce cas-ci, ça va représenter 99,5% des acides quantifiés. Donc, on peut comparer les traitements d'hydroliquéfaction et d'OVH avec une mesure qui est la DCO. Donc, c'est la demande chimique en oxygène. Ça va être l'oxygène qui va être nécessaire aux oxydants chimiques pour oxyder les matières organiques oxydables. Donc, on regarde vraiment ce qui est oxydable comparativement à la DBO qui va être biodégradable. Donc, ici, on a mesuré la DCO expérimentalement. Donc, on voit que l'hydroliquéfaction, en fait, on a une différence de 4% qui pourrait être attribuée à une erreur expérimentale ou on aurait vraiment une différence de 4%. Ça, c'est encore à déterminer.
Mais on a une différence significative par OVH, donc on a une diminution de DCO de 71%. Donc, c'est quand même assez remarquable comme diminution. Donc, à partir de ces données de DCO-là, on pourrait estimer la contribution théorique des produits qu'on a quantifiés avec l'équation, en fait, d'oxydation. Donc, en connaissant les molécules qu'on a quantifiées, on peut déterminer combien d'oxygène ont besoin ces molécules-là théoriquement. Et si on transpose dans nos DCO expérimentales, en fait, on peut obtenir des graphiques qui vont nous représenter ce qu'on a pu quantifier et ce qui reste à quantifier. Donc, initialement, on a un apport d'acétaminophène de 100%, donc une contribution de 100%. Et quand on traite sans air, donc l'hydroliquéfaction, on va avoir 48,8% d'acétaminophène qui vont encore contribuer. On a l'acide acétique ici qui est à 1,8%. Et on a une partie qui va être encore inconnue. Donc, on n'a pas identifié ni quantifié l'apport, en fait, de ces produits-là. Donc, il nous reste quand même une partie à démystifier. Ensuite, on a un traitement par OVH, donc celui de droite. Donc, on va avoir un apport d'acétaminophène encore initialement à 100% pour le taux initial. La solution initiale. Et on va avoir également la proportion après traitement. Donc ici, c'est après 90 minutes, on avait 35% qui est un apport de l'acide acétique et 2,8% de l'acide succinique. Donc, il nous reste encore une portion de 61,9% d'apport en DCO à identifier là, par la suite. Donc, cette méthode-là, en fait, on peut l'appliquer aux effluents réels. Donc, c'est en cours, en fait, on est rendu là dans notre projet. Donc, il y a des tests de toxicité qui sont faits présentement et aussi, il y a la caractérisation de GCMS qui va être faite pendant les prochaines semaines. Donc, premièrement, pour les tests de toxicité, en fait, c'est les résultats de notre stagiaire Margot Baudon qui a regardé, en fait, la toxicité d'un échantillon, premièrement, dopé de 10 composés pharmaceutiques à 1,5 mg par litre. Donc, ici, on reprend les mêmes conditions qu'on avait prises pour regarder l'élimination des pharmaceutiques au départ. Et on a pu déterminer des EC50 24 heures et 48 heures avec des DAFNI. Donc, ici, on considère que, en fait, c'est l'immobilité des DAFNI. Donc, ici, l'échantillon qui est non traité, on n'avait aucune DAFNI qui était immobilisée. Mais plus qu'on traite, plus qu'on a une certaine EC50 qui est présente. Donc, ici, en fait, on sait qu'il y a un changement dans nos effluents. Et en fait, ici, c'est plutôt variable. On n'a pas vraiment une grosse tendance. Donc, on est vraiment en train de faire plusieurs expériences pour mieux comprendre le tout. Et ensuite, on l'a aussi appliqué à des effluents hospitaliers. Donc ici, cette fois-ci, les EC50 sont un peu plus élevés. Donc, ça considère que, en fait, nos effluents hospitaliers seraient un peu moins toxiques que notre mélange à 1,5 mg par litre de pharmaceutique. Donc, en fait, ici, on voit quand même une petite tendance qui est graduelle. Donc, on pense qu'après 25 minutes de traitement, les effluents seraient un peu plus toxiques. Donc, ça, c'est vraiment pas final comme résultat. Il nous reste encore d'autres traitements, d'autres analyses à faire pour vraiment mieux comprendre le phénomène. Donc, ça, c'est vraiment des résultats qui sont très récents. Donc, ça va, avec le restant du projet, on va vraiment mieux comprendre un peu pourquoi la toxicité. Et aussi, ce qui est très important dans ce cas-ci, c'est oui, c'est plus toxique pour les DAFNI, mais en fait, on est en train de faire un test de microtox, donc sur les bactéries pour mieux comprendre la toxicité des effluents traités. Et il faut toujours garder en tête aussi que ce traitement-là d'OVH serait appliqué comme un pré-traitement. Donc, serait avec les stations d'épuration, les traitements des stations d'épuration présentement, actuellement.
Donc, pour donner un aperçu un peu de qu'est-ce qu'on peut retrouver dans nos échantillons d'eau usée traités, en fait, ici, c'est un balayage de l'échantillon qu'on a fait par GCMS. Donc, avec la banque NIST, on a pu, qui est une banque de données, on a pu confirmer certaines molécules qui sont présentes dans la méthode qui a été développée. Donc, ce qui est en bleu, c'est des acides qui peuvent être quantifiables avec la méthode. Et ceux qui sont en jaune, en fait, c'est d'autres types de molécules qui sont présentes dans notre mélange et qu'on a pu identifier avec la banque de données. Donc, c'est ce type d'analyse-là qu'on va faire avec les échantillons où on a déterminé la toxicité. Donc, on va pouvoir essayer de mieux comprendre, en fait, pourquoi il y a une certaine toxicité. Donc, les perspectives, en fait, ça va être d'avoir justement les tests de toxicité avant et après traitement. Donc, le microtox est en cours. On a aussi l'analyse des échantillons réels par spectrométrie de masse, donc les eaux usées traitées, qui va être effectuée éventuellement. Et on va aussi comparer avec d'autres types de traitements d'oxydation pour pouvoir mieux comprendre le procédé et l'oxydation. Donc, j'aimerais remercier premièrement mon directeur de recherche qui est Pedro Segura, les membres du laboratoire aussi qui ont contribué au projet et le CTTEI, le Synergie Santé Environnement et le Centre intégré aussi de services sociaux de Montérégie-Est qui nous a aidés à avoir les effluents hospitaliers et les données, et ainsi que toutes les ressources financières dont le CHNG, FRPNT, FONCé, Chapitre Saint-Laurent et Écotoc, bien évidemment. Donc, merci, puis je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup, Cassandra. C'était vraiment une belle présentation, très claire, malgré la complexité de l'information. La période de questions est ouverte. J'invite les gens à communiquer oralement avec Cassandra ou bien de lever votre main à l'aide de la fonction. Puis ensuite, si personne communique oralement avec Cassandra, ben on va prendre les questions du chat. Soyez pas gênés. On est tous très ouverts. Tu as déjà 3 questions dans le chat, donc tu pourrais y aller avec ça, puis ça va peut-être lancer un mouvement. Ben oui, on va commencer avec ça. Donc, la première question. Est-ce qu'au Québec, les hôpitaux ont des obligations de pré-traiter les eaux usées avant de les rejeter dans les égouts? Et pour quels contaminants pharmaceutiques? Si oui, quels traitements sont utilisés? En fait, à ma connaissance, présentement, on n'a pas de réglementation en tant que telle pour les effluents hospitaliers. Donc, ici, c'est une étude un peu pour les infrastructures futures. Donc, surtout l'hôpital Vaudreuil-Soulanges, en fait, on regarde si ça pourrait être adapté. Mais pour l'instant, les effluents ne sont pas réglementés ou il n'y a pas de loi à ma connaissance. Merci beaucoup. On aimerait avoir l'information quant aux sources de pharmaceutiques à l'échelle du réseau urbain. Est-ce que tu connais les contributions des hôpitaux versus les CHSLD et le milieu résidentiel? En fait, les effluents hospitaliers, en fait, avec les CHSLD, je n'ai pas de données à ma connaissance pour vraiment différencier les deux. Mais avec les réseaux municipaux, en fait, les effluents domestiques sont beaucoup plus dilués étant donné qu'on a des consommations autres que de pharmaceutiques, là, donc plus importantes en fait. Mais c'est quand même assez difficile. Là. Il n'y a pas beaucoup
d'études pour démystifier en fait la différence entre les effluents. Là. Mais on sait que c'est quand même un peu plus concentré là, et on en retrouve aussi dans les bouts de stations d'épuration. Dans l'optique que le traitement est fonctionnel, est-ce que vous pensez qu'il serait possible d'exporter la méthode à l'échelle d'un hôpital avec les milliers de litres à traiter tous les jours? Oui, en fait, ça, c'est quelque chose qui est en train de se faire discuter aussi. En fait, c'est que les effluents hospitaliers, oui, ils ont une certaine teneur en pharmaceutique, mais ça ne serait pas nécessairement assez concentré. Donc, il y aurait un pré-traitement pour vraiment concentrer les effluents pour vraiment mieux traiter, en fait, les composés pharmaceutiques. Donc, ici, on parlait d'ajouter un module avant l'oxydation en voie humide. Puis, selon toi, qu'est-ce qui explique que le traitement rend la phase aqueuse plus toxique? Quels paramètres regarder? Qu'est-ce qui vous permet d'expliquer ça avec les DAFNI? En fait, on regarde premièrement, on veut évaluer la toxicité. Puis, on sait qu'on élimine les composés, donc ils sont transformés en autre chose. Et c'est justement le but de mon projet, là, de pouvoir mieux identifier qu'est-ce qu'on forme à la suite du traitement. C'est beau d'éliminer, mais aussi, il ne faudrait pas être de former des produits qui sont moins biodégradables. Donc ici, c'est vraiment de rendre la matrice un peu plus simple et le traiter plus facilement aux stations d'épuration. Donc, on souhaite en fait qu'on forme des molécules plus biodégradables. Puis, on a certaines hypothèses sur les composés ou un mélange de composés qui pourrait faire la toxicité. Mais ça, c'est des études qui s'en viennent bientôt. Est-ce que vous mesurez certains paramètres au début de l'exposition, à part les contaminants pharmaceutiques? On a regardé en fait la DCO, donc la demande chimique en oxygène de chaque composé. Et aussi, il y a le pH, si je me souviens bien, qu'on regarde là, pour voir une certaine évolution. Merci. Patrice demande est-ce qu'on connaît la persistance des produits de dégradation par rapport aux composés originaux? Avec d'autres types de traitements d'oxydation, parce que c'est sûr que là, présentement, on est en train d'étudier l'oxydation en voie humide. Il a été utilisé pour d'autres types de composés, mais encore là, c'est pas celui qui est le plus présent dans la littérature. Mais ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'acide acétique qui va être formé. Donc ça, c'est un des composés qui est réputé à être très persistant là, dans nos traitements. Encore là, le projet va aider aussi à un peu comprendre est-ce qu'il y a d'autres types de molécules qui seraient un peu plus persistants. Est-ce que les composés de base comme la matière organique, la matière en suspension, l'azote sont considérés comme des interférents pour l'oxydation par voie humide? En fait, plus qu'on a de matière organique qui est oxydable, mieux c'est, parce que le traitement, en fait, plus qu'il y a de matière, plus qu'il peut réagir et ça va aider vraiment à l'élimination des composés. On parle ici de pharmaceutique, mais c'est sûr qu'on va enlever aussi de la matière organique qui est présente, donc tout ce qui est autre que les pharmaceutiques dans les effluents. Pour la toxicité chez les DAFNI, est-ce que l'azote ammoniacal est considéré, elle est considérée toxique? Est-ce qu'elle est suivie? Dans ce cas-ci, on ne l'a pas suivi, mais c'est sûr qu'on y a pensé en fait, donc peut-être éventuellement là, pour les prochaines analyses, on pourrait regarder aussi également l'azote ammoniacal. Pour les tests de toxicité aussi, j'oubliais, mais on a fait aussi l'oxygène, le Total Organic Carbon, donc les carbones organiques totaux.
Donc, on va avoir aussi cette donnée-là éventuellement. Là, les analyses sont en cours. Je me demandais justement ça. Est-ce que vous allez comparer le carbone total versus le carbone total à la fin pour voir si vous avez un rendement de 100%, puis quelle est la contribution quel est le pourcentage qui est transformé en CO2? Oui, ben justement, j'avais oublié de le préciser, mais c'est ça, le carbone organique total va être déterminé au temps justement qu'on a fait les tests de toxicité. Donc, ça va vraiment nous aider à comprendre dans un temps, selon le temps en fait de l'oxydation. Donc, on l'a initialement et on va l'avoir après traitement aussi. Est-ce que c'est connu les coûts d'opération de l'oxydation par voie humide? Oui, en fait, c'est en train l'analyse technico-économique est en train de se faire aussi dans le projet, le premier volet du projet, en fait, avec ma collègue Valérie Boucher. Mais ça, en fait, j'ai pas les données avec moi là, présentement, mais ça va être bientôt connu. Là. Tout va être évalué selon aussi la performance de l'oxydation puis les conditions optimisées. Puis, est-ce que tu as une idée de comment réutiliser l'énergie thermique dans un procédé comme ça? Ben, c'est sûr qu'il faut avoir une DCO, donc une demande chimique en oxygène assez élevée pour qu'on puisse avoir une certaine régénération de l'énergie. Donc, souvent, ça va être utilisé plus pour les effluents industriels qui sont très chargés ou des boues qui vont être traités. Donc ça, le procédé se régénère par lui-même. Ici, dans le cadre des effluents hospitaliers, les effluents, ils seraient sûrement pas assez concentrés en DCO pour avoir quelque chose qui est régénérable en énergie dans ce cas-là. Mais si éventuellement ça fonctionnait et qu'on avait une certaine régénération de l'énergie de la chaleur, en fait, le traitement, il demanderait moins de chaleur. Puis on pouvait aussi utiliser la chaleur comme dans le système de chauffage de l'infrastructure ou des trucs comme ça. Là. Puis, quel est l'avantage par rapport à l'ozonation? En fait, ici, on n'a pas à générer d'ozone, ce qui peut être quand même assez complexe à générer de l'ozone. Et aussi, en fait, là, on est en train de regarder c'est quoi les produits de transformation suite à l'oxydation. Mais on aimerait voir aussi est-ce que les produits est-ce qu'ils sont plus toxiques ou pas que l'ozonation. Parce qu'on connaît dans certaines littératures, là, en fait, c'est retrouvé que l'ozonation pourrait aussi produire des produits toxiques. Est-ce que tu crois qu'il serait possible d'utiliser un système ouvert? Oui, en effet, il y a un système plus continu qui existe. Donc, c'est quelque chose de possible. Là. Ici, je ne l'ai pas présenté, mais le système, en fait, ça serait comme une grosse colonne de bullage où on met l'oxygène et où que ça réchauffe et qu'on a une pression assez élevée. Donc, ça serait quand même une infrastructure qui serait une grosse colonne d'eau. Mais ça pourrait se faire. Là, ça existe. OK, merci. Avez-vous déjà identifié les procédés d'oxydation avancés que vous utiliserez lors de la comparaison avec l'OVH? Présentement, en fait, j'ai commencé à faire un système Fenton, donc en utilisant du fer et du peroxyde. Donc, c'est facile à générer en fait en laboratoire. Donc, pour l'instant, c'est le Fenton qu'on a en tête là, qui nous permettrait un peu de comparer l'oxydation et aussi de ne pas avoir le facteur de température et de haute pression. Donc, voir vraiment ce que les radicaux forment comme produit. Merci beaucoup. C'est très intéressant, toutes ces questions. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a des gens qui te remercient sur le chat, comme tu peux voir. Je te remercie, Cassandra. C'était super. Puis,
je vous invite tout le monde à venir au prochain webinaire. Je fais un peu de publicité pour moi-même parce que c'est moi qui vais présenter dans 2 semaines. Ça sera le jeudi. Puis, je vais vous présenter les liens entre le cycle du carbone et du mercure dans l'environnement québécois. Donc, merci à tous. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée.